Voilà, bonsoir, chers élèves. Donc, nous voici à nouveau devant vous pour vous présenter une séance de révision qui va porter bien sûr sur la préparation de l'examen. Donc, on va continuer juste la correction des deux exercices qui restaient. Donc, on avait entamé pratiquement la correction de l'exercice 1 et 2. Il restait maintenant les exercices 3 et 4. Maintenant, sans plus tarder, on va aborder la correction des deux exercices qui restent dans la série 1. Donc, si vous en avez aussi, voilà, des questions, donc, voilà, si vous en avez des questions, donc, je serai toujours à votre disposition pour vous répondre. Voilà, donc, on va passer à l'exercice 1, donc. On vous dit pour stocker l'énergie ici nécessaire au fonctionnement du flash, on utilise un condensateur de capacité CI qui est chargé à l'aide d'une source d'alimentation de tension constante. Le dispositif de fonctionnement est schématisé ci-contre, donc figure 2. Donc certainement, vous verrez ici le schéma, voilà, le schéma de la figure 2, que je vais mettre ici le schéma. Donc on a ici, pour la figure 2, on a un générateur qui est là. Donc là, on a un conducteur ohmique. Là, c'est la borne négative du générateur, comme vous le voyez. Donc là, maintenant, on place ici un condensateur qui est là, de capacité C. Donc là, c'est la position 1, bien sûr, de l'interrupteur K. Donc là, on a un interrupteur K. Et là, bon, je vous donne la suite. Ça aussi, on a une résistance petit r. Donc c'est ça le schéma de la figure 2. Et là, on a bien matérialisé la tension U0. Donc là, c'est la borne positive, là, c'est la borne négative, tout en sachant que le courant ici sort toujours par la borne positive, bien sûr, du générateur. Ça, c'est le sens du courant, comme ça. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le schéma de la figure 2 que je vais vous présenter. Maintenant, ici, on va continuer. Donc là, voilà. Donc là, les notions dit que maintenant, le conducteur ohmique a pour résistance ici R. La capacité du condensateur est C égale 150 microfarads. Donc là, le flash ici est symbolisé par un conducteur ohmique de résistance petit r. Donc en 4.1, on vous dit charge du condensateur. Donc là, on va étudier d'abord la charge. La charge du condensateur. Donc on place l'interrupteur K en position 1. Donc là, vous avez ce circuit-là. Si on bascule K en position 1, donc là, je ferme, vous avez vu. Donc je vais basculer comme ça l'interrupteur K en position 1, on ferme. Donc on aura ce circuit-là. D'accord. Donc si on bascule K en position 1, maintenant on aura le circuit présenté ici. Ça, c'est la charge, bien sûr, du condensateur. Et dans ce cas, le courant arrive ici dans ce sens-là. Ça, c'est le sens du courant, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, cette armature va être chargée toujours positivement, comme on l'avait dit. Et cette armature va se charger négativement. D'accord. Donc, ça aussi, c'est la tension. On peut même représenter la tension au bornes du condensateur qu'on note UC. Ça, maintenant, c'est la tension, comme ça, au bornes du résisteur. La tension UR, au bornes du résisteur. Là, on a représenté U générateur, n'est-ce pas? Donc là, c'est lorsqu'on bascule K en position 1. Maintenant, en 4, 1, 1, donc là, on va passer à la question 4, 1, 1. La question, c'est que vaut la tension entre les bornes du condensateur lorsque le régime permanent est atteint? Voilà. Donc ici, que vaut la tension UC en régime permanent? Voilà. En régime permanent, que vaut ici la tension aux bornes voilà, la tension aux bornes du condensateur. Donc, dans ce cas, maintenant, si on dit en régime permanent, donc là, comme on l'a dit, toujours en régime permanent, ici, la tension, c'est toujours égal à une constante, n'est-ce pas? Donc, en régime permanent, donc la tension aux bornes du condensateur, si on bascule bien sûr K en position 1, K en position 1, la tension ici aux bornes du condensateur, c'est toujours égal à UC, c'est toujours égal à U0. D'accord, donc ça c'est toujours connu. Donc lorsqu'on vous parle de régime
de régime permanent, retenez que toujours la tension aux bornes du condensateur, dans ce cas, c'est égal à une constante U0, n'est-ce pas? Donc là, on va répondre à cette question-là. Donc là, c'est la tension. Donc là, je vais dire la tension aux bornes du condensateur. Voilà, parce qu'en régime permanent, donc dans ce cas, le condensateur est déjà chargé. Donc là, si on vous dit en régime permanent, donc en régime permanent, toujours, on peut même dire qu'en régime permanent, I c'est égal à toujours une constante. Donc retenez que donc en régime permanent, dans un condensateur, l'intensité du courant est nulle. Donc en régime permanent, I ici est égal à 0. Ça, c'est toujours connu. D'accord. Maintenant, cela s'explique par le fait que la tension au bord du condensateur est toujours constante. Donc ça entraîne que maintenant UC, c'est égal à une constante. Donc, ce qui est valable pour le circuit RC n'est pas toujours valable pour le circuit RL. Donc, si on parle de régime permanent, pour le cas du condensateur, en régime permanent, I est nul. Et dans ce cas, UC sera égal à une constante. Donc, ça, c'est toujours connu. Ça, c'est tout simplement, c'est le cours. Maintenant, en 4.2, ici, on nous dit en 4.1.2, l'énergie, ici, on nous dit l'énergie emmagasinée par le condensateur vaut 6,75. Calculez U0. Donc là, on demande de calculons ici U0. U0 n'est rien d'autre que la tension, bien sûr, au bornes du condensateur, n'est-ce pas? Lorsque le condensateur ici possède une énergie qui vaut 6,75. Donc là, sans plus tarder, sachez que donc, comment on calcule l'énergie? On nous a dit que l'énergie, c'est toujours 1 demi multiplié par C, la capacité du condensateur, fois la tension U0 au carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà vu dans le cours. Donc, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est toujours 1 demi fois la capacité multipliée par la tension au bornes du condensateur, mais qu'on va élever au carré. Donc, dans ce cas ici, comment on va calculer U0? Connaissant E. Donc là, je sors U0. Donc, U0 carré sera égal à 2E sur la capa, 2E sur la capacité. Et dans ce cas ici, U0 serait tout simplement la racine carrée de 2E ici sur quoi? Sur C, la capacité C. Et dans ce cas, on peut remplacer ici et calculer l'énergie est connue. L'énergie, on nous a donné la valeur 6,75. Donc là, je remplace 6,75. Maintenant, je divise par la capacité C. La capacité C ici est connue. On nous a dit que c'est 150, bien sûr, 150 microfarads. 150 microfarads. Donc là, c'est 150 10 puissance moins 6. Donc, il faut toujours convertir. Donc, dans ce cas, ici, on va calculer. Et par calcul, ici, on va trouver U0 égale à 300 volts, hein, si on calcule. D'accord. Donc là, par calcul, on va trouver ici U0 égale à 300 volts. Donc là aussi, si vous avez des questions par rapport à la détermination de l'énergie, là aussi, je suis à votre disposition, hein, pour le calcul de U0. U0 qui correspond à la tension au bornes du condensateur. Donc, on a juste utilisé l'expression de l'énergie. Maintenant, en 4.1.3, donc là, en 4.1.3, donc là, je vais mettre 4.1.3, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U au bornes du condensateur. Donc là, je rappelle que nous sommes en période de décharge. Donc là, c'est établir, comme ça, établir l'équation différentielle. N'est-ce pas? Donc là, comment on va établir l'équation différentielle? Bien sûr, donc là, c'est en période de charge, hein? Donc en période de charge. Donc là, je vais tout simplement vous refaire le schéma, n'est-ce pas? Donc là, on aura, donc vous avez le schéma qui est là. Donc là, K en position 1, nous sommes ici sur ce circuit-là. Donc là, la tension au bornes du générateur reste égale à la tension au bornes du résistor, ici, plus la tension au bornes du condensateur. Donc ça, c'est connu. Donc la tension au bornes du générateur, qu'on note U0, c'est égal à la tension au bornes du résistor, plus la tension au bornes du condensateur. Donc c'est ça qu'on va appliquer. Donc là, je vais mettre tout simplement ici. Donc là, je mets UG, comme ça, la tension au bornes du générateur, c'est égal à la tension au bornes du résistor,
plus la tension aux bornes du condensateur que je note UC. Hein. Donc là, je remplace UC, l'énoncé l'a noté ici U0, n'est-ce pas? Donc là, on note ça U0 égale, donc UR, c'est R fois I, n'est-ce pas? Et UC, je le reste égal à UC. Or, ici, qu'est-ce qu'on connaît? Or, on sait que la tension aux bornes du condensateur, UC, c'est égal à Q sur C, n'est-ce pas? QC égale à Q sur C. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q sera égal à CUC. Donc, lui, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'ici, Q sera égal à CUC. Maintenant, n'oubliez pas que aussi, on considère que DI, c'est égal à D de Q sur D de T. Donc, si je remplace Q par CUC, ça va donner ici C D de UC sur D de T. Donc là, c'est lorsqu'on remplace ici Q ici par CUC. Donc on aura I qui vaut quoi? Qui vaut C D de UC sur D de T. Donc finalement, ici, que va devenir ici l'équation différentielle? J'aurai U0 si je remplace, qui est égal à RI. R. I, je remplace par C, comme ça. D de UC sur D de T plus UC. Donc c'est ça l'équation différentielle, n'est-ce pas? Si je veux aussi, je peux diviser partout par RC. Maintenant, si je divise partout par RC, j'aurai. Oui, donc là, bon, pas demandé, on n'a pas demandé. Donc il y a quelqu'un qui demande, monsieur ici, on avait demandé de calculer la capacité, on va faire C égale. Donc là, la capacité, je rappelle que ici, l'annoncé vous a donné la capacité. Hein, la capacité est là, C égale 150 microfarads. D'accord, donc pour cette question-là, c'est l'énergie emmagasinée qu'on vous a donnée qui vaut 6,75. La question, c'est calculer U0, hein, tu as vu. La question 4.1.2. On n'a pas demandé ici de calculer la capacité parce que la capacité, on connaît. La capacité est déjà donnée. Donc là, on demande de calculer, bien sûr. C'est la tension U0 qu'on demande ici de calculer. D'accord, hein? Donc là, je divise partout par RC. J'aurai D de UC sur D de T, n'est-ce pas? Plus ici 1 sur RC UC, là sera égal à U0 sur RC. Hein. Donc, si je divise partout par RC, je retrouve l'équation différentielle régissant la tension UC. Et ça, c'est l'équation différentielle, bien sûr, régissant la charge du condensateur. Donc là aussi, toujours, si vous avez des questions à poser par rapport à la détermination de l'équation différentielle, donc là aussi, je suis à votre disposition. Donc ça, c'est l'équation différentielle régissant, bien sûr, régissant la charge du condensateur, n'est-ce pas? Donc, en 4.2, maintenant, 4.2, on va maintenant passer à ce qu'on appelle la décharge. Donc, 4.2, on parle maintenant de décharge. Donc, on a fini avec la charge. Maintenant, on passe à la décharge. En plaçant maintenant, oui, il y a Mamadou Cissé. Mamadou, oui. Bonsoir, monsieur. Ça va? Ça va bien, alhamdulillah. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me revenir un peu en arrière? Je suis un peu en retard pour que vous puissiez m'expliquer un D'accord. peu. Bon, par rapport à l'énoncé, donc ici, bon, on vous a dit pour stocker l'énergie nécessaire au fonctionnement du flash, on utilise un condensateur de capacité C qui est ici chargé à l'aide d'une source d'alimentation de tension constante. Le dispositif de fonctionnement est schématisé ci-contre. Donc, le schéma est ici en bas. Donc, je vous montre ici. Voilà. Donc, là, vous avez, voilà, le schéma est là. Ça, c'est le schéma de la figure 2. N'est-ce pas? Après, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit que ici, le conducteur ohmique a pour résistance R. La capacité du condensateur est C égale 150 microfarads. Le flash est symbolisé par un conducteur ohmique de résistance petit r. En 4.1, on parle de charge du condensateur. Donc, en 4.1, on va étudier la charge. Donc là, on vous dit, on place l'interrupteur K en position 1. Que vaut la tension entre les bornes du condensateur lorsque le régime permanent est atteint? Donc, ici, lorsqu'on bascule K, bien sûr, en position 1, maintenant, on vous dit que vaut ici, bien sûr, ici, que vaut la tension entre les bornes du condensateur lorsque le régime permanent est atteint? Maintenant, la tension aux bornes du condensateur toujours reste égale à une constante ici, n'est-ce pas? Donc, sachez que tout en sachant que I, c'est égal à une constante. Donc, ici, en régime permanent, si tu veux même, on peut mettre ici. Donc là, je vais changer un peu. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, lorsque nous sommes en régime
permanent, lorsqu'on bascule K, bien sûr, en position, en régime permanent, donc l'intensité I, donc là, je l'ai même mis ici. Donc là, j'ai mis en régime permanent. En régime permanent, l'intensité I, c'est égal à 0. D'accord. Donc, l'I, ça entraîne quoi? Ça entraîne que donc, la tension UC, c'est égal à une constante. Donc, ça entraîne que ici, la tension UC au bord du condensateur, c'est égal à une constante. Ça, c'est en régime permanent. Ça, c'est en régime permanent. Hein? C'était la première question demandée. Que vaut la tension entre les bornes du condensateur lorsque le régime permanent est atteint? Donc, ça, c'était la question 1. Maintenant, après, en question 2, on vous dit l'énergie emmagasinée par le condensateur vaut 6,75. Calculer U0. Donc là, c'était la question 2. On demande ici de calculer ici U0. Hein. Donc, on passe tout simplement par l'énergie parce qu'on sait que l'énergie, c'est égal à 1 demi de C UC carré, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on bascule K en position 1, si le condensateur est chargé, la tension au bord du condensateur reste égale à la tension au bord du générateur qui vaut U0. Hein. Donc là, on sait que donc énergie égale 1 demi de C U0 carré, et là, je sors U0. Donc U0 carré sera égal à 2E sur C, et dans ce cas, U0 sera égal à la racine carrée de 2E sur C. Et là, je remplace. On m'a donné ici l'énergie qui vaut 6,75. On a donné la capacité C, donc je calcule, je trouve U0 qui vaut, bien sûr, 300 volts. Ça, c'était la question 4.2. Maintenant, après la question 4.2, on demande ici, en 4.1.3, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U au borne du condensateur. Maintenant, puisqu'on avait basculé K en position 1, donc la tension au borne du générateur est égale à la tension au borne du résistor plus la tension au borne du condensateur. C'est ce qu'on a fait ici. Hein? D'accord. Or, ici, d'après la figure 1, bien sûr, la tension au borne du générateur, l'ENOS a bien dit que c'est U0, n'est-ce pas? Et la tension UR, c'est RI. UC, je laisse UC, hein, parce qu'on me demande ici de dresser l'équation, mais régissant UC. Or, nous tous, nous savons que UC, c'est égal à Q sur C, donc Q, c'est égal à CUC. D'accord. Ailleurs aussi, par ailleurs, on a aussi I, l'intensité I, qui vaut D de Q sur D de T. Donc, dans ce cas, je remplace Q par son expression, qui est CD de UC. Oui. Il y a Marem J. Oui, Marem. On devait mettre UG plus UN plus UC égale à 0. Non, ça c'est... Donc là, nous sommes, oui, là, Marem, nous sommes en période de charge. Donc, je vous montre le schéma. Ici, regarde. Donc, je vous montre le schéma de l'exercice 1. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le schéma de l'exercice 1. Vous le voyez. Donc, lorsqu'on bascule ici K comme ça, en position 1, donc là, le générateur va charger le condensateur. Tu as vu. Donc, U générateur est égal à UR plus UC. C'est ça qu'on a fait ici, Marem. Tu as vu? Et dans ce cas, j'ai remplacé U générateur par U0. Donc là, le nom, c'est l'a dit. Et UR égale à RI. UC reste UC. Tu as vu? Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je fais appel à UC qui vaut Q sur C. Donc, Q égale à CUC. Par ailleurs aussi, I égale D de Q sur D de T. Donc, je remplace Q par son expression, par CUC. Donc, I finalement va devenir C D de UC sur D de T. Et dans ce cas, maintenant, je peux revenir ici sur l'équation différentielle pour dire U0 ici égale, donc vous voyez, R, je mets R. Donc, I, je le remplace par tout ça, par C D de UC sur D de T plus UC. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je divise partout tout simplement par R, par RC pour avoir l'équation différentielle établie. Et là, Marem, je vous rappelle que ça, c'est l'équation différentielle régissant la charge. Hein, la charge. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc il y a Mamoudou qui demandait où nous sommes. Donc, Mamoudou, nous étions là. D'accord. Donc, on avait tout simplement demandé de dresser ici l'équation d'effet différentielle, bien sûr, régissant la charge. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, après ça, maintenant. Merci, monsieur. Voilà, merci. Maintenant, on peut passer à la question 4.2. En 4.2, on vous dit maintenant, en plaçant l'interrupteur inverseur K sur la position 2, on provoque le flash, n'est-ce pas, à l'énergie stockée dans le condensateur, voire figure 3. Donc là, je vous montre le schéma de la figure 3. Voilà, c'est ça le schéma de la figure 3. Donc là, je vais même mettre ici décharge pour dire qu'on va étudier maintenant la décharge. Donc là, je fais le schéma du montage de la figure, bien sûr, 3. Donc là, on a le condensateur qui est là, n'est-ce pas?
Donc là, je rappelle que c'était la borne positive du condensateur tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc là, je représente la position 2. On ferme bien sûr l'interrupteur K ici en position 2. Là, c'est toujours la tension aux bornes du condensateur, n'est-ce pas? Donc là, on a ici une résistance petit r. C'est ça qu'on a. Maintenant, lorsqu'on bascule K en position 2, donc nous sommes à ce circuit-là. D'accord. Donc maintenant, ici, que nous dit l'énoncé, toujours pour la suite de l'énoncé. Donc là, on nous dit, voilà, décharge. En plaçant l'interrupteur K en position 2, donc c'est ça qu'on aura. C'est ça la figure 3. À l'aide maintenant, on vous dit d'un dispositif approprié, on visualise la tension U aux bornes du condensateur, n'est-ce pas? Figure 4. On a même donné ici la figure numéro 4. Donc, vous voyez ici, on vous a donné la courbe donnant, voilà, c'est ça la figure 4. Hein. Maintenant, pour la suite, toujours, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous dit reproduire la figure 3, donc ça, c'est déjà fait, en indiquant le sens du courant de décharge. Donc là, on demande de donner ici, donc là, je vais mettre 4, 2, 1. Indiquons ici le sens du courant, mais ici, en période de décharge, du courant de décharge. Hein. Donc là, il s'agit de la décharge. Donc là, comment on va donner maintenant le sens du courant? Tout à l'heure, on avait déjà chargé le condensateur. Maintenant, c'est le condensateur là qui va jouer le rôle du générateur. Donc le condensateur maintenant va décharger. Donc ça, c'est le sens du courant maintenant. Donc le condensateur maintenant va décharger du courant électrique, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le sens du courant. Ça, c'est le sens du courant. D'accord. Donc initialement, on avait chargé le condensateur. N'est-ce pas? Maintenant, c'est le condensateur qui va décharger. Donc là, je représente même la tension comme ça. UR au borne de la résistance petit r. Hein. Voilà. Donc c'était ça le sens du courant demandé. Hein. Représenter le sens du courant de décharge. Donc là, maintenant, c'est le condensateur qui joue le rôle du générateur. Maintenant, après ça, en 4, 2, 2, donc là, on nous dit 4, 2, 2. Déterminer graphiquement U0. Donc là, on va déterminons graphiquement U0 et la constante de temps tau. Hein. Donc, et ici, la constante de temps tau. Donc là, c'est ça qu'on vous demande. Donc, on vous demande maintenant de déterminer ici U0 et la constante de temps tau. Donc là aussi, on vous a donné la figure. Donc là, on va voir maintenant la figure ici. Donc là, vous voyez, donc là, on peut déterminer graphiquement, on va projeter au niveau de cette courbe-là, n'est-ce pas? On va tracer la tangente ici, n'est-ce pas, qui va rencontrer ce point-là. Donc ça, c'est mal tracé. Hein. Il faut tracer la tangente. Et maintenant, ici, U0 correspond à cette valeur maximale. Parce que là, on a la tension U en fonction du temps. Donc cette valeur-là va correspondre à la tension. Donc graphiquement, ici, on lit que, donc là, graphiquement, on voit que ici, la tension U, c'est égal à 300. Donc, c'est égal à cette valeur-là qui correspond à 300, n'est-ce pas? Là aussi, c'est la valeur de taux, on a tracé. Et là aussi, graphiquement, on a aussi la valeur de taux. Taux ici, qui vaut 0, bien sûr, 0,01 seconde. C'est-à-dire que taux ici correspond à, donc ici, taux correspond à 1 milliseconde. Ça, c'est tout simplement par détermination graphique. Donc, si vous regardez ici, on vous a donné la figure 4. Donc là, graphiquement, on va lire ça, c'est la tension, n'est-ce pas? Lorsqu'on bascule K en position 2, donc le condensateur possède une tension qui est maximale, qui est égale à cette valeur-là, n'est-ce pas? Et là, c'est la valeur, on va lire graphiquement, c'est U0 qui vaut, bien sûr, 300 volts. Et lorsqu'on trace ici la tangente, là maintenant, ça va me donner la valeur de taux qui vaut 0,001 seconde, qui correspond bien sûr à 1 milliseconde. Donc, graphiquement, vous trouvez ces valeurs-là. Maintenant, après ça, en question 4, 2, 3,
on assimile le tube flash à un conducteur ohmique de résistance petit r. Donc, à partir du schéma électrique, figure 3, montrer que l'équation différentielle de la décharge, n'est-ce pas, du condensateur à travers le conducteur ohmique de résistance petit r, donc est donnée par d de U. Donc là, on a d de U sur d de t, bien sûr, plus 1 sur RCU égale à 0. Donc là, c'est la question 4, 2, 3. Donc là, je vais mettre 4, 2, 3. 4, 2, 3. Ici, on me demande de montrer que, donc là, montrer que l'équation différentielle, donc montrer que d de U sur d de t, plus ici, on dit 1 sur petit rc, n'est-ce pas, U, égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de D de décharge. Donc là aussi, on va aller au niveau du schéma. Donc tout à l'heure, je vous ai fait le schéma. Donc là, voilà, c'est ça le schéma de la figure 3, n'est-ce pas? Donc là, nous sommes en période de décharge. Donc là, vous voyez que les deux tensions, U condensateur et U résisteur, sont dans le même sens. Donc dans ce cas, c'est le condensateur qui va jouer ici le rôle du générateur. Donc puisque ces deux tensions-là, UC, U condensateur et UR, sont de même sens, donc là, on va dire que U condensateur égale à UR, tout simplement. U condensateur égale à UR. Donc là, ça montre que UC, la tension UC reste égale à UR, tout simplement. Donc ça, c'est la tension au bord du condensateur que je mets ici UC. Hein. Pourquoi? Parce que ces deux tensions-là sont dans le même sens. Donc là, on va mettre UC ici. Donc là, on va mettre UC, n'est-ce pas, égal à U petit r, n'est-ce pas? Donc là, ça entraîne que j'obtiens toujours UC égale à UR. UR, on sait que c'est R fois I, n'est-ce pas? Or, ici, nous sommes en période de décharge. I, en période de décharge, que vaut I? I, on vous a dit, c'est moins D de Q sur D de T. Donc là, il ne faut pas confondre, chers élèves. Donc, que vaut I en période de charge? Si on avait dit en période de charge, c'est I égale D de Q sur D de T. Mais en période de décharge, I égale à moins D de Q sur D de T. Hein? Donc ça, c'est toujours bon à retenir. Or, ici, Q aussi, c'est égal à CUC. Q égale à CUC. Donc, si je remplace, j'obtiens finalement ici I qui vaut moins C, bien sûr, D de UC sur D de T. Ça, c'est la valeur de l'intensité I. N'est-ce pas? Maintenant, je reviens ici, où j'avais ici, bien sûr, UR égale R fois I. Donc là, je remets UC, j'avais dit c'est égal à RI. I, maintenant, je remplace par tout ça. Si je remplace, j'obtiens ici UC égale à R fois I. I, ça vaut tout ça, moins C D de UC sur D. Donc, je mets le signe moins devant. Donc, C, bien sûr, D de UC sur D de T. Et maintenant, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement transposer. Ça va me donner ici UC, comme ça. Oui. Donc, il y a Ameba qui demande, bonsoir monsieur, comment représenter la tension UC en convention récepteur? Donc là, en convention récepteur, donc je vous montre le schéma. Maintenant, en convention récepteur, c'est lorsqu'on avait basculé K en position 1. Hein. Regarde, voilà, c'est ça le circuit. Lorsqu'on avait basculé ici K en position 1. Donc, si j'avais fermé ici K en position 1, donc on aura cette figure-là, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu as vu, là, c'est la tension au bon du générateur. Ça, c'est la convention générateur. Tu as vu, l'intensité I débitée par le générateur et la tension sont de même sens. Dans ce cas, U générateur est positif. U générateur égale à U0. Maintenant, U générateur, c'est lorsque tout égale à U0, c'est toujours positif. Lorsque l'intensité I et la tension U0 sont de même sens. Donc, pour un générateur, si l'intensité et la tension sont de même sens, la tension UG est toujours positive. Mais si on avait représenté U0 dans le sens contraire, dans ce cas, UG sera égal à moins U0. D'accord, ça c'est toujours bon à savoir pour le cas du générateur. Maintenant, si tu prends ici, pour le condensateur, regarde, donc là le courant circule dans ce sens-là. J'ai représenté la tension dans le sens contraire. Pourquoi? Parce que c'est pour avoir ici UC positif. Donc dans ce cas ici, la tension au bord du condensateur sera positive. Donc UC ici sera égal à Q sur C. Tu as vu? Donc UC est positif quand est-ce que lorsque ici UC et I sont de sens contraire. D'accord. Maintenant, lorsqu'on bascule K en position 2, comme ça, je bascule K en position 2, donc je vous montre le schéma correspondant.
Voilà, c'est ça K en position 2, tu as vu. Maintenant, c'est le générateur, c'est le condensateur du moins qui va jouer le rôle du générateur. Donc, le condensateur va décharger. Et tu as vu, donc là, j'ai laissé UC. Maintenant, UC, le condensateur va jouer le rôle du générateur. Raison pour laquelle I et UC sont de même sens. Dans ce cas, UC sera positif. Pourquoi? Parce que ici, c'est le condensateur maintenant qui joue le rôle du générateur. Maintenant, si on veut dire convention récepteur, il faut faire de telle sorte que, regarde, je vous montre ici. Je vais faire un petit résumé en bas. Donc, voilà, je vous fais un petit résumé ici. Donc, il faut savoir que si on a un condensateur qui est là, toujours, hein, ça c'est un condensateur. Si on vous dit que, par exemple, au borne du condensateur, on charge. Lorsque maintenant on charge le condensateur, le courant arrive, comme ça. Donc, ça sera toujours la borne positive. Ça, il faut le savoir, n'est-ce pas? Ça, donc, c'est la borne négative du générateur, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, nous sommes en période de charge. Et en période de charge, ici, UC est bien positive. La tension au borne du condensateur est positive. Et dans ce cas, il faut respecter la convention ici qui est la convention récepteur. C'est ça, UC. Tu as vu. Mais par contre, et là même, en période de charge, il faut savoir que I aussi, c'est D de Q sur D de T. Mais par contre, si nous sommes en période de décharge, donc là, regarde, je vais représenter toujours le condensateur qui est là. Donc là, c'était la borne positive de l'armature. Donc, je vais représenter comme ça. Maintenant, en période de décharge, donc là, c'était la borne positive, je vous rappelle. Borne négative, n'est-ce pas? Donc là, je représente toujours UC qui est là. Maintenant, si le courant, si nous sommes en période de décharge, donc dans ce cas, c'est le générateur qui va, c'est le condensateur qui va décharger. Tu as vu? Donc ça, c'est le sens du courant. Tu as vu? Dans ce cas ici, c'est UC ici, c'est le condensateur qui va jouer le rôle du générateur. Donc là, UC aussi sera toujours positif. Et maintenant, I ici, en période de décharge, I ici, c'est moins D de Q sur D de T. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Donc ça, c'est la période de charge. Donc là, tu as vu, monsieur, pourquoi pas petit r au lieu de grand R? Donc là, tu parles de... Oui, ça, c'est petit r, tu as raison. Donc là, j'ai même mis grand R, tu as raison. Donc là, je change un peu. Parce que le schéma nous dit que là, c'est petit r. C'est bon aussi à souligner. Donc là, UC égale à petit RI. Donc là, comme tu l'as dit. Donc là aussi, je vais changer. Donc là, c'est petit r I. Pourquoi? Parce que la résistance, on l'a noté petit r. Hein? Donc là, c'est bon à souligner. Merci. Hein? Maintenant, là aussi, en régime permanent, si on parle de régime permanent, c'est parce que I est nul. Et dans ce cas, UC est égal à une constante. Voilà, comme tu l'as dit, UC c'est égal à E. Si on vous dit E, c'est parce que la tension au borne du générateur c'est égal à E. Mais ici, nous, on va dire tout simplement que UC est égal à une constante qui vaut tout simplement la tension au borne du générateur. Hein. Voilà, pour Aram Touré. Hein. Donc là aussi, c'est toujours bon à savoir ce que disait tout à l'heure. En période de charge, ce qui se passe, et en période de décharge. Donc là, c'est toujours bon à savoir. Voilà. Voilà. Donc ici, nous étions en période de décharge, bien sûr. Donc là, on va revenir un peu. Voilà, on avait ça. Donc là, on va transposer. Donc là, j'aurai ici, si je transpose, j'aurai RC, bien sûr. Donc là, je vais le mettre en rouge. N'est-ce pas? Donc là, on aura, si je transpose, RC comme ça, D de UC sur D de T égale à 0. Donc, c'est ça l'équation différentielle résistant, bien sûr, ici, en période de décharge. Et là, même si je veux, je peux diviser partout par RC, n'est-ce pas? Et j'aurai ici, D de UC sur D de T, plus, bien sûr, 1 sur petit RC UC égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle résistant, bien sûr, ici, la décharge, n'est-ce pas? Et maintenant, ça, c'était la question, bien sûr, 4, 2, 3. Et là, maintenant, en 4, 2, 4, la solution de l'équation différentielle est de la forme U égale U0 expo de moins T sur taux. Hein? C'est moins T sur taux. Donc, après, on vous dit, donner l'expression de taux, puis en déduire la valeur de R. Donc là, on va mettre en 4, 2, 4.
Donc là, c'était en 4, 2, 4. Donc là, on demande l'expression ici de l'expression de taux et aussi détermination de petit r, n'est-ce pas? Là, maintenant, je vais remettre l'équation différentielle parce que ici, sur l'équation différentielle, nous avions d de UC sur d de t plus ici, on avait dit 1 sur petit rc UC égale à 0. Donc, la solution, on avait dit que ici, UC, bien sûr, qui est égal à U0 expo de moins t sur taux est solution. Donc là, on va dériver d'abord. Donc, si on a UC qui est égal à U0 expo de moins t sur taux, on nous dit maintenant, on dérive. Donc, dans ce cas, que vaut d de UC sur d de t? Maintenant, si je dérive, ici, j'aurai moins ici, U0, n'est-ce pas, sur taux, expo de moins t sur taux. Hein? C'est ça que j'aurai. Si je dérive. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace dans l'équation différentielle ici. J'obtiens moins U0 sur taux, n'est-ce pas, exponentielle de moins t sur taux, plus on a dit 1 sur petit rc UC. UC, je remplace par tout ça, par U0 exponentielle de moins t sur taux égale à 0. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais factoriser ici je factorise par U0 exponentielle de moins t sur taux. Maintenant, si je factorise, donc là, il va me rester moins 1 sur taux. Et là, il va me rester, bien sûr, 1 sur petit rc égale à 0. Donc, on sait que U0 est non nul, exponentielle n'est jamais nul, donc c'est ça qui est nul. Donc là, c'est comme si j'aurais ici moins 1, bien sûr, sur taux, plus 1 sur petit rc égale à 0. Et là, maintenant, ça va me donner, si je transpose, j'aurai ici 1 sur taux égale à 1 sur petit rc. Et là, maintenant, si j'inverse, j'aurai ici taux égale à, bien sûr, petit r fois c. Donc là, donc retenez qu'à chaque fois, pour le cas du condensateur, pour la détermination de taux, vous trouvez toujours taux égal à RC. Ça, c'est toujours bon à savoir. Hein. Donc ça, c'est la détermination, bien sûr, de taux. Hein. Taux maintenant. Maintenant, pour déterminer, bien sûr, ici, la valeur de, comme on l'a dit, la valeur de R, donc là, il faut connaître la valeur de taux. Or, ici, nous, graphiquement, on connaît déjà la valeur de taux. Hein. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ici, on avait donné déjà déterminé, on avait trouvé taux égal à 1 milliseconde. Donc là, on peut tirer maintenant l'expression de petit r. Donc là, je vais mettre détermination de petit r, n'est-ce pas? Et là, même connaissant ici, puisqu'on vous dit même en déduire, donc connaissant la valeur de taux, donc là, on va directement déterminer la valeur de R. Et là, on va dire que ici, R sera égal à quoi? R sera égal à taux sur C1, taux sur la capacité. Donc ici, connaissant taux et C, donc on connaît tout ça, donc on ne fait que remplacer maintenant et déterminer bien sûr la valeur de la résistance petit r. Donc c'était ça pour l'exercice, bien sûr, pour l'exercice 3, n'est-ce pas, qui n'est pas difficile du moins, n'est-ce pas? Donc là, oui, donc il y a Mamoudou Cissé. Oui, Mamoudou Cissé. Oui, vous avez une question, Mamoudou, oui. Oui, je suis à votre disposition. J'ai pas compris. Au niveau, comment vous avez fait pour déterminer le taux là? J'ai pas compris ça. J'ai pas très bien compris. Ah, ok. Tout à l'heure, regarde, tout à l'heure, on avait l'expression de taux qui vaut RC. Donc, je reviens ici sur l'expression différentielle. Regarde. Donc, c'est ça qu'on a. On avait dressé déjà l'équation différentielle de la décharge. On avait dit que cette équation, c'est toujours de la forme UC, D de UC, bien sûr, sur D de T, plus 1 sur RC, UC égale 0. Mais là, nous avait dit que ça, c'est solution. Montrer que UC, c'est là. Montrer que UC équivaut U0 expo de moins T sur taux est solution. Donc, on va remplacer. Si c'est solution, ça va vérifier l'équation. Donc, je vais remplacer ici UC par son expression. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je dérive ça. UC, je dérive. Maintenant, là, c'est une constante. U0, ça va rester. Je vais dériver expo de moins T sur taux.
Maintenant, la dérivée d'expo de moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux expo de moins t sur taux. Dérivée de expo de U, c'est U' exponentielle de U. Hein. Donc, je trouve ça pour la dérivée. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer dans l'équation différentielle. D de UC sur D de T, je remplace par tout ça. Par moins U0 sur taux expo de moins T sur taux. Plus 1 sur RC UC. UC aussi, je remplace par U0 exponentielle de moins T sur taux. Donc, arrivé là, je factorise par U0 exponentielle de moins T sur taux. Donc là, il va me rester moins 1 sur taux. Et là, il va me rester 1 sur RC égal à 0. Donc tout ça, on sait que ça, c'est différent de 0. Donc c'est ça qui est nul. Donc je vais poser donc moins 1 sur taux plus RC égale à 0. Et là, je transpose pour tirer la valeur de taux. Hein. Donc on trouve bien ici taux égal à R, taux égal à RC, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, on avait déjà déterminé la valeur de taux. Je pense qu'il valait 1 milliseconde. Donc connaissant ici taux, n'est-ce pas? On connaît C aussi, c'est donné par l'énoncé. Donc là, on peut calculer la valeur de petit r. N'est-ce pas? Donc c'était ça la question demandée, déterminer taux. Donc taux, si on vous donne l'équation différentielle et la solution, maintenant tu ne fais que remplacer dans l'équation différentielle pour trouver la valeur de taux, l'expression de taux demandée. Hein? D'accord. Donc c'était ça pour l'exercice 3, n'est-ce pas? Donc on va passer bien sûr à l'exercice suivant. Donc on va passer à l'exercice numéro 4, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, on va passer à l'exercice suivant. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc, je vois ici, monsieur, en cas de décharge, on trouve taux égal à RC. En cas de charge. Ah, ok, tu voulais dire en cas de charge, quelle serait la formule? Même aussi, même si nous sommes en période de charge, taux c'est toujours égal à RC. Maintenant, regarde, je vous montre même pour le schéma de la figure 1. Donc là, pour la figure 1, voilà, donc ça c'est décharge. Donc voilà, charge, nous sommes là. Voilà, charge, lorsqu'on a ici, basculer K en position 1, là aussi, taux sera égal à RC. Donc là, si on demande taux, mais ici, ça sera grand R, parce que ça va concerner ce circuit-là. Tu vas trouver R fois C. Donc, pour le cas du condensateur, ici, taux c'est toujours égal à RC. Hein. Donc, la valeur de taux ne change pas, que ce soit en période de charge ou bien même en période en période de décharge. Vous aurez toujours la même chose. Hein. Donc, je pense qu'on peut passer, à l'exercice 4, n'est-ce pas? Voilà, donc on va passer à l'exercice 4, le dernier exercice. Donc là, exercice 4, on vous dit ici, les bobines ici sont des composants électriques de très grande utilité, hein, sur lesquels le fabricant mentionne les caractéristiques L c'est l'inductance, N c'est le nombre de spires et Imax c'est l'intensité pour une utilisation optimale et sécuritaire. L et N représentent respectivement l'inductance, voilà ce qu'on vient de dire, et le nombre de spires de la bobine, tandis que Imax correspond à l'intensité maximale du courant électrique qui peut traverser la bobine. On vous dit maintenant, un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de vérifier quelques caractéristiques d'une bobine de leur laboratoire. Cette bobine est assimilée à un solénoïde, n'est-ce pas, de longueur L égale 0,5 m, comportant N spires de rayon aussi grand R qui vaut 5 cm. Pour ce faire, il dispose la bobine horizontalement, comme on l'a dit, son axe delta étant orthogonal au plan du méridien magnétique. Maintenant, on vous dit au centre de cette bobine est placée une petite aiguille aimantée horizontale mobile autour d'un axe delta'. Le groupe d'élèves lance un courant électrique d'intensité I dans le solénoïde et constate que l'aiguille dévie ici d'un angle alpha, n'est-ce pas? Et dans ce cas maintenant, on nous dit faire un schéma, donc en 4, comme ça, en 4, 1, 1, faire un schéma où seront représentées la bobine en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique BS, créé par le courant bien sûr, le vecteur champ BH, composante horizontale, la position finale aussi de l'aiguille aimantée et l'angle alpha. Donc là, je vais mettre maintenant faire le schéma.
Donc là, on demande le schéma. Donc là, je vais représenter ici un solénoïde, comme on l'a dit. Donc là, je considère que j'ai un solénoïde qui est là. N'est-ce pas? Donc là, je considère que j'ai un solénoïde qui est là. Donc ça, c'est les spires, comme vous le voyez. N'est-ce pas? Ça, c'est les spires. Après, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je représente l'axe. N'est-ce pas? L'axe du solénoïde qui est là. L'axe. Voilà, ça, c'est le centre. C'est le centre du solénoïde. N'est-ce pas? Donc là, maintenant, on vous demande de représenter d'abord le sens du courant. Donc ici, le sens du courant est arbitraire, hein. Donc si vous voulez, on peut représenter I dirigé vers le haut, comme aussi quelqu'un peut représenter I vers le bas. Donc là, le choix est arbitraire. N'est-ce pas? Donc là, j'ai représenté le sens du courant qui est dirigé comme ça vers le haut, hein. Donc ça, c'est le sens du courant. Ça, c'est le sens du courant, I. Je vais mettre ici I, hein. N'est-ce pas? Là aussi, on demande de représenter, bien sûr, en indiquant le sens du courant, le vecteur champ magnétique BS créé par le courant. Mais avant ça, d'abord, avant même que je représente le sens du courant, ce qui est important, donc là, je vais enlever pour l'instant. Donc, toujours, ce qui est important ici à souligner. Donc là, je vais remettre le solénoïde, n'est-ce pas, qui est là. Donc là, c'est toujours les spires que je vais mettre. Voilà. Donc, en l'absence de courant, avant même qu'il y ait ici courant électrique, n'est-ce pas? Donc là, c'est l'axe du solénoïde, ça, c'est le centre. Donc, avant même qu'il y ait courant, il faut savoir que ici, à l'absence de tout autre courant, l'aiguille aimantée prend toujours la direction du nord magnétique. Ça, c'est le nord magnétique qui est là. Donc, je représente, ça, c'est le nord, je représente, ça, c'est le nord magnétique. Ça, c'est toujours la position initiale de l'aiguille. À l'absence de tout autre courant, l'aiguille prend cette position-là du nord magnétique. Donc, ça, c'est la position initiale, si vous voulez, même de l'aiguille. À l'absence, bien sûr, de courant, l'aiguille était là, n'est-ce pas? Et dans ce cas, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant faire passer un courant électrique. Maintenant, lorsque je fais passer un courant électrique, comme vous le voyez, le courant, j'ai choisi vers le haut, le choix est arbitraire. Maintenant, si le courant est dirigé vers le haut, maintenant, je vais représenter, il y a un champ magnétique B créé par le courant. Sans oublier que dans le cours, on avait dit qu'il existe 3 sources de champs magnétiques. Un champ magnétique peut être créé par un courant, un champ magnétique peut être créé par la Terre, ou bien un champ magnétique peut être créé par un aimant. Donc, ce sont les 3 sources de champs qui existent, n'est-ce pas? Donc, puisque maintenant, on a un courant qui traverse le solénoïde, donc ici, on va représenter le champ magnétique créé par ce courant. Et ça même, c'est ça l'énoncé à noter BS. Donc, comment on va faire? En appliquant tout simplement la règle de la main droite, comme ça. Donc, vous aurez les 4 doigts qui sont là. Donc, ça, c'est le pouce qui indique bien sûr le sens de B. Donc, ça, c'est le sens du courant. Donc, les 4 doigts prennent le sens du courant. Donc, là, vous voyez, le courant est dirigé vers le haut. Ça, c'est le sens du courant. Et maintenant, le pouce indique le sens de B créé par le courant. Donc, ça, c'est B courant. On va représenter comme ça. N'est-ce pas? Donc, là, c'est B. BS. Là, on s'est appelé BS. N'est-ce pas? Et sans oublier que, on avait dit, avant même l'apparition du courant, BH prend toujours la direction du nord magnétique. Ça, c'était le sens de BH, à l'absence de courant. Et maintenant, la résultante de ces deux-là, la résultante de BH et BS, c'est ça maintenant qui va donner la position finale, finalement, de l'aiguille. C'est ça la position finale de l'aiguille. C'est comme si l'aiguille maintenant quitte cette position verticale pour dévier ici d'un angle alpha. L'aiguille quitte cette position verticale pour maintenant dévier ici d'un angle alpha. Donc ça, c'est BS. Ça, c'est BH, la position, bien sûr, initiale de l'aiguille. Maintenant, lorsque le courant arrive, le courant va créer un champ magnétique BS, n'est-ce pas? Et maintenant, le résultat de BH et BS vous donne la position finale de l'aiguille qui est là. D'accord. Donc, c'était ça pour la première question demandée. Donc, on avait demandé de représenter le sens du courant, représenter BS, la position finale de l'aiguille et l'angle alpha, n'est-ce pas? Tout en sachant que ici, toujours BH prend toujours la direction du nord magnétique, hein? Donc, après ça, on vous dit,
pour la suite, exprimer ici, voilà, on dit ici exprimer tangente alpha en fonction de BH. Donc là, je vais mettre exprimons. Donc là, je vais mettre. Donc là, c'est en 4, bien sûr. 1, 2. On demande ici, exprimons tangente alpha en fonction de ici, on vous dit BH qui est là, N, n'est-ce pas, I et mu 0. Oui, Mamoudou Cissé, oui. Cissé, oui. Vous avez une question, Mamoudou? Donc, je vous écoute, Mamoudou, si vous avez une question, bien sûr, à poser. Sinon, on va poursuivre. Voilà, donc on va continuer. Donc là, c'est déterminer tangente alpha en fonction de BH, N, I et mu 0. Donc là, on va tout simplement regarder le schéma. Donc on va travailler avec ce triangle-là. Donc tangente alpha, c'est toujours le côté opposé. Ça, c'est le côté opposé. Et ce côté opposé-là correspond à BS. Hein. Donc tangente alpha, c'est le côté opposé qui est là. Or, le côté opposé correspond à BS. Donc là, on va mettre ici tangente alpha, c'est le côté opposé qu'on a noté BS, sur bien sûr le côté adjacent. Tu as vu, le côté adjacent, c'est ça, c'est BH. C'est BH. Ça, c'est tangente alpha. Oui, Monsieur, oui, si le sens du courant était dirigé vers le bas, où serait le sens de BS? BS. oui. Donc là aussi, je peux vous montrer. Je vais faire le schéma. Donc ça aussi, je vais faire comme ça. Je vais faire le schéma qui est là. Donc ça, c'est l'axe, n'est-ce pas, du solénoïde. Ça, c'est les spires, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Là, maintenant, c'est toujours le plan du méridien magnétique. Ça, c'est le nord, comme on l'a dit, magnétique. Maintenant, à l'absence de courant, ça, c'est toujours la position initiale, hein, BH. Ça, c'est BH. À l'absence de... Donc là, c'est BH. Maintenant, tu as dit que maintenant, si on choisit le sens du courant vers le bas, comme ça. Et dans ce cas, je vais appliquer la règle de la main droite, tout simplement. Donc, dans ce cas ici, je vais appliquer la règle de la main droite, comme ça. Donc, les quatre doigts donnent le sens du courant, tu as vu. Donc, le courant ici est dirigé vers le bas, comme ça. Et maintenant, le pouce indique le sens de B. Tu as vu, dans ce cas, B va être dirigé comme ça, BS. Tu as vu, ça c'est B, c'est BS, n'est-ce pas? Maintenant, la résultante de ces deux-là, de BH et BS, c'est ça maintenant qui donne la position finale. Donc, c'est ça qui donne la position finale, excusez-moi. La position finale de l'aiguille. Donc, c'est comme si l'aiguille quitte la position initiale qui est BH pour dévier ici d'un angle alpha. Tu as vu. Mais c'est la même chose. Là aussi, si je calcule tangente alpha sera aussi côté opposé qui est là, c'est toujours BS. Sur le côté adjacent, BH. BS sur BH, c'est la même chose. Donc, si on devait choisir le courant vers le bas, donc c'est cette représentation-là qu'on aura, Mahmoud. Donc, là aussi, on va tout simplement appliquer la règle de la main droite pour représenter BS. C'est-à-dire que le champ magnétique créé par le courant est toujours donné par la règle de la main droite. Sachant que BH prend toujours la direction du nord magnétique. Voilà. Donc, c'était ça, Mahmoud. Hein? Donc, on peut poursuivre. Voilà. Donc là, exprimer tangente alpha, on a dit en fonction de BH, NI. Donc là, or, que vaut l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde? Donc là, c'est le cours. On vous a dit que c'est mu 0, NI, tout simplement. N'est-ce pas? Mu 0, NI, tout simplement. Et dans ce cas, ici, je peux remplacer BS par son expression. Et dans ce cas, j'aurai tangente alpha égale à mu 0 N I, comme on l'a dit ici sur BH. Donc ça, c'est l'expression, bien sûr, de tangente alpha. Maintenant, si je veux aussi, si on nous donne le nombre de spires par mètre, donc là, je peux même mettre petit n, parce que c'est mu 0. Souvent, il y a des élèves qui confondent petit n et grand N. Donc là, c'est petit n même I avec petit n, c'est grand N sur L. Donc là aussi, je vais mettre grand N sur L maintenant.
parce que l'NOC a donné la longueur du solénoïde. Donc, grand N, c'est le nombre de spires. Mais petit n, c'est le nombre de spires par mètre. Donc, ça, c'est toujours bon à souligner. Hein. Donc, c'était ça l'expression de tangente alpha demandée. Donc, tangente alpha en fonction de mu0, n'est-ce pas, I, comme on l'a dit, n'est-ce pas, N, BH et tout ça. Hein. Voilà. Et là, maintenant, bon, on va maintenant poursuivre ici. Pour la suite, la question numéro 4.2.1, déterminer à partir de cette courbe la relation. Donc là, on va mettre ici 4.2 en 4.2. Là, on vous dit déterminer le groupe d'élèves à ma même. Le groupe d'élèves fait varier l'intensité du courant dans le circuit et mesure la valeur de l'angle alpha. Pour chaque valeur de I, le résultat obtenu permet de tracer la courbe tangente alpha en fonction de l'intensité I, figure 1. Déterminer à partir de cette courbe la relation entre tan alpha et I. Donc là, on va mettre, déterminons ici la relation entre tangente alpha et I. Donc là, on vous dit d'après la figure 1. Donc là, je vais vous montrer la figure 1. Donc là, on va aller à la figure 1. Donc la figure 1 est là. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que pour cette figure 1 là, on a une droite, bien sûr, une droite qui passe par l'origine. Donc une droite qui passe par l'origine, on a une droite qui est linéaire. Hein? Donc là, on a tangente alpha égale à AI, tout simplement. Y égale AX, n'est-ce pas? Donc là, on va mettre tan alpha égale AI. Mais A ici, on peut déterminer. A, c'est le coefficient directeur. On peut mettre avec A égale, ici, on va prendre delta de tangente alpha sur delta de I. On va choisir 2 points appartenant à cette tangente dont on connaît ses coordonnées, n'est-ce pas? Donc là, on va choisir 2 points appartenant à cette tangente pour maintenant calculer la valeur de I. Donc là, on peut choisir n'importe quel point que vous voulez ici parmi ces points-là, n'est-ce pas? Mais en choisissant ici 2 points, quelqu'un peut choisir la valeur 0 ici et une autre valeur ici. Si vous voulez, on peut choisir ces deux-là, ce point-là par exemple et ce point-là, n'est-ce pas? Et là, je projette. Ce point-là correspond à la valeur de I correspondant, n'est-ce pas? Là aussi, je connais la valeur de I qui vaut 0. Et ce point correspond à la valeur de T aussi. Donc là, par calcul, on va déterminer A. Et par graphiquement, vous allez trouver A égale 150. Hein? Donc, en choisissant 2 points appartenant à cette tangente, vous trouvez le coefficient directeur qui vaut A égale 150. Donc, finalement, tangente alpha va devenir, je remplace A par 150 I. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'expression de tangente alpha demandée. Donc, c'était ça la valeur. Donc, on va déterminer tout simplement A ici, on remplace. N'est-ce pas? Donc, toujours, donc c'était la question de déterminer à partir de cette courbe la relation liant tangente alpha et I. Donc là, si vous voyez, donc, on a deux expressions. J'avais déjà déterminé tangente alpha ici en fonction de I. Et là aussi, j'ai encore retrouvé tangente alpha aussi qui est là. D'accord. Donc là, après, qu'est-ce que je fais? On va passer à la suite. En déduire la valeur de N qu'on notera N0. Donc là, je vais mettre en question 4, 2, 3 ou bien en 4, 2, 2. Donc là, je vais mettre 4, 2, 2. On demande ici, déterminons ici N0. Maintenant, on va utiliser les deux expressions de tangente alpha que j'avais déterminées tout à l'heure ici en haut, n'est-ce pas? Ici, j'ai déterminé deux valeurs, voilà, qui sont là. Donc, j'ai obtenu tangente alpha égale mi0 NI sur LBH. Là aussi, j'ai tangente alpha égale 150 I. Donc, on va écrire ces deux expressions-là. Donc là, on avait d'abord tangente alpha, on a dit c'est mu0 NI sur LBH. Hein? C'était la première relation. On avait aussi tangente alpha égale 150 I. Donc, on a tangente alpha égale. Donc, on va égaliser ces deux expressions. Donc, ces deux expressions-là entraînent que c'est mu0, bien sûr, N, qui va devenir N0, sur LBH, I, égale à
150 I. On va égaliser les deux expressions. Et là, on simplifie par I. Maintenant, si je simplifie par I, les I vont sauter. Et là, je tire la valeur de N0. Finalement, N0 ici va devenir quoi? Va devenir 150 multiplié par L multiplié par BH. Mais je divise ici par mu0. N'est-ce pas? Là, je divise par mu0, comme ça. Et ici, l'énoncé nous a donné toutes les valeurs. Donc là, on va juste remplacer pour calculer. Et là, N0, c'est égal à ici, on a dit 150, n'est-ce pas, que je multiplie par ici la longueur L. L'énoncé nous a dit que c'est 0,5, n'est-ce pas? Je multiplie par la valeur de pH de 10 puissance moins 5 Tesla, c'est connu. Et là, maintenant, je divise par mu0 qui vaut 4 pi 10 puissance moins 7. Donc là, si je remplace, je calcule, je trouve 1194. 1194 spires. Ça, c'est le nombre de spires demandé pour la question 4.2.2. Maintenant, en 4.2.3, déterminer l'inductance ici, L de la bobine, n'est-ce pas? Donc là, on peut déterminer la valeur de l'inductance en passant par le flux. Donc là, je vais mettre 4.2.3. Donc, déterminons L, l'inductance L. Maintenant, on va passer par l'expression du flux magnétique. Maintenant, que vaut l'expression du flux? Le flux, on avait dit que c'est NBS. NBS pour le cas du solenoïde. Le flux aussi, c'est égal à LI, n'est-ce pas? Pour le cas d'une bobine, l'inductance L. Donc, flux égale NBS, mais flux aussi égale à LI. Sans oublier que ici, pour le cas, c'est comme si ici, on a NBS finalement égale à LI. Mais ici, on va remplacer NB par mu0, bien sûr, N sur L, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? I fois la surface. La surface, puisque on a un solenoïde, la surface c'est pi r carré. Pi fois r au carré fois l'intensité I égale à L, LI. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ici simplifier d'abord par I. Là, j'aurai mu0, n carré qui est là. Donc, j'ai n fois n, ça fait n carré. Pi r carré, bien sûr, sur L. C'est ça qui vaut l'inductance L de la bobine demandée. Donc, je vais passer tout simplement par l'expression du flux magnétique, n'est-ce pas? Si on utilise le flux magnétique, on va bien sûr déterminer la valeur de l'inductance. Et là, on a toutes les données. Donc, si on remplace, on va trouver ici l'inductance L. On va trouver la valeur ici 2,82 10 moins 2 Henri. 2,82 10 puissance ici moins 2 Henri. N'est-ce pas? Ça, c'est la valeur de l'inductance L. Donc là, on ne fait que remplacer. L'énoncé nous a donné toutes les valeurs. Donc là, on va juste remplacer et déterminer, bien sûr, la valeur de l'inductance L. Maintenant, en 4.3, afin d'étudier le comportement de la bobine, donc là aussi, si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition par rapport à la détermination de l'inductance. Donc, on a juste passé par l'expression, bien sûr, du flux magnétique. Pour le cas d'une bobine, le flux, c'est toujours NBS. C'est aussi égal à LI. Donc, on égalise ces deux expressions pour ressortir la valeur de l'inductance L. N'est-ce pas? Donc là, en 4.3, on nous dit ici, afin d'étudier le comportement de la bobine dans un circuit, les élèves réalisent avec ce solenoïde le montage ci-après, figure 2. Donc là, je vais montrer le schéma de la figure 2. Voilà, c'est ce schéma-là que vous avez en bas, n'est-ce pas? Donc, ce schéma-là, donc l'énoncé nous dit ici, voilà, donc pour la suite, la bobine est branchée ici en série avec un résistor de résistance R0 qui vaut 10 ohms. Il utilise un générateur de courant continu. Le générateur, on nous a dit que possède une tension E égale 12 volts et une résistance interne petit r qui vaut 5 ohms. La résistance interne du solenoïde est R', ça c'est pour le solenoïde, qui vaut 5 ohms.
Le nombre de spires est n égale 1195 spires. L'interrupteur est dans la position 1. Donc là, je vais vous montrer le schéma, bien sûr, de la figure 1. Si on bascule K en position 1, voilà, ça c'est, on a déjà basculé K en position 1. Donc là, je fais le schéma. C'est comme si on a un générateur qui est là. Le générateur est là. Ça, c'est la bonne positive. Donc, on a basculé K en position 1. Donc, on aura ce circuit-là. Donc là, on a une bobine. Comme l'a dit d'inductance L et de résistance, là, c'est R', n'est-ce pas? Donc là, on a aussi ici une résistance, comme on l'a dit, R0. Donc là, le générateur possède une tension E et une résistance petit r, comme l'a dit, petit r égale 5 ohms. N'est-ce pas? Ça, c'est la résistance R'. Ça, c'est K en position ici 1. Donc, c'est ça le schéma, n'est-ce pas? Donc là, c'est 1, si vous voulez. Là, c'est 2, n'est-ce pas? Là, c'est l'interrupteur K. Et là, c'était la position 1. Donc, si on ferme, ici, l'interrupteur, le courant, ici, sort comme ça. Ça, c'est le sens du courant, bien sûr, en position 1. Donc là, c'est la tension. Donc, je vais représenter, excusez-moi, la tension au bord. Bien sûr, je vais utiliser la convention récepteur UR0. Ça, c'est la tension au bord de la bobine, convention récepteur. Ça, c'est U bobine, n'est-ce pas? Et là, je représente la tension au bord du générateur. Là, c'est UG, n'est-ce pas? Donc, toujours en convention générateur, I et UG sont de même sens pour que UG soit positif. Mais pour le cas de la bobine, donc là, on va utiliser la convention récepteur I et U sens contraire. Là aussi, I et U sens contraire. Donc, déterminer la valeur, d'abord la question 4.3.1, c'était ici, déterminer l'intensité I0 du courant dans le circuit en régime permanent. Donc là, on va mettre déterminons I0, mais on nous dit ici en régime permanent. Ça, c'est la question ici, 4.3.1. Donc 4.3.1. Maintenant, en régime permanent, on va juste appliquer la loi de Pouillet. Donc, en régime permanent, Pouillet nous dit que I0, I égale E sur somme des résistances, sur somme de toutes les résistances. Or que ici, dans ce circuit-là, il y a la résistance petit r du générateur, comme vous le voyez. Il y a aussi la résistance R' pour la bobine. Il y a aussi la résistance R0. Donc, ça, c'est juste la loi de Pouillet. En régime permanent, I0 égale E sur somme des résistances. Maintenant, si on bascule K en position 1, la somme des résistances, vous aurez la résistance interne du générateur, R' de la bobine et R0 du conducteur ohmique, n'est-ce pas? Donc là, on remplace parce que l'énoncé nous a donné toutes les valeurs, n'est-ce pas? Donc ici, E, on sait que c'est 12 volts, n'est-ce pas? L'énoncé l'a donné, E égale 12 volts. R, on a donné 5, n'est-ce pas? R' aussi, c'est 5, n'est-ce pas? Et R0 ici égale à 10. Hein? Donc 10. Donc là aussi, c'est 5. Donc c'est ça. Maintenant, si on remplace tout ça, on va trouver 0,6 ampères. Donc là, on trouve que I0 égale 0,6 ampères. Donc en régime permanent, retenez tout simplement que I égale à E sur somme des résistances. I égale E sur somme des résistances. Ça, c'est toujours bon aussi à savoir. Maintenant, après cette question-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, en 4, 3, 2, donc là, c'est 4, 3, 2. On nous dit ici, en un temps très bref, et à t égale 0, on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2. Établir l'équation différentielle obéissant l'intensité I dans le circuit. Donc là, c'est établir. Donc là, on nous dit établir l'équation différentielle résistant I, hein, donc résistant l'intensité. Donc là aussi, on nous dit en un temps très bref, je vous montre le schéma.
Voilà, donc on bascule K en position 1. Maintenant, si on bascule K en position 2 du moins, donc on aura cette partie-là. Hein. Donc là, j'aurai tout simplement ça. Hein. Donc si on bascule K en position 2, donc on aura ça. Donc c'est ce circuit-là que vous aurez. Hein. Voilà, on bascule K en position 1, donc on aura ça. Circuit-là qu'on va obtenir. Donc c'est ça qu'on aura, n'est-ce pas? Et maintenant, K en position 2, donc là, il nous reste tout simplement ici U bobine et U résiste et U résistor, n'est-ce pas? Et dans ce cas, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement, maintenant, U, la somme des résistances est égale à 0. Donc là, pour établir l'équation différentielle, c'est U, je vais obtenir UR, bien sûr, plus, voilà, donc U générateur est nul. C'est comme si j'obtiens tout simplement UB plus UR égale à 0, n'est-ce pas? Donc là, j'obtiens ici UB plus UR0, bien sûr, égale à 0. Ça, c'est tout simplement lorsque je bascule K en position 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de, voilà, il y a plus de générateur. Et dans ce cas, je remplace U bobine, c'est bien sûr R' I plus L D de I sur D de T. Hein, plus UR0, c'est R0 fois I égale à 0. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant ici, j'obtiens ici L D de I sur D de T. Donc là, je factorise par R' plus R0, I égale à 0. Là, si je divise partout par L, j'aurai D de I sur D de T plus R' plus R0 sur ici LI égale à 0. C'est ça l'équation différentielle si je bascule K en position numéro 2. N'est-ce pas? Donc, après la question 4, 3, 2, basculer K en position 2, c'est déjà fait. Donc là, on dit que vérifier que I égale A expo de moins T sur taux est solution de l'équation différentielle. A et taux ici étant des constantes à exprimer en fonction des caractéristiques des composantes du circuit. Et enfin, on demande l'allure de la courbe. Donc là, d'abord, on dit ici en petit b. Donc là, on demande de vérifier que I ici équivaut bien sûr à exponentielle de moins t sur taux et solution. Donc, tout le temps, vous rencontrez ces genres de questions-là. Donc là, on va juste prendre la solution. I ici équivaut à expo de moins t sur taux. Donc, dans ce cas, que vaut d de I sur d de t? On va dériver ça. Si je dérive A expo de moins T sur taux, j'obtiens moins A sur taux expo de moins T sur taux. Hein. Donc, si je remplace dans l'équation différentielle, oui. Donc, il y a bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je ne sais pas quand est-ce qu'on met UG égale 0 pour l'équation différentielle. Donc, là aussi, c'est bon à savoir. Donc, je vous montre ça. Donc, ici, on a un circuit qui nous donne, voilà. Donc, on avait basculé d'abord K en position 1. Donc, K en position 1, donc on n'avait pas ça. Donc, K en position 1, on ferme ici l'interrupteur K. Tu as vu. Maintenant, si je ferme l'interrupteur K, donc gérer ce circuit-là. Dans ce cas, j'obtiens U générateur. C'est égal à, bien sûr, ici, U bobine plus U résistor. N'est-ce pas? Donc, U générateur égale U bobine plus U résistor. Ça, c'est lorsque je bascule K en position 1. Maintenant, si par contre, on vous dit qu'on bascule K en position 2, comme ça, on ferme ici. Donc, ce circuit-là n'a plus de générateur. Donc, on aura ce circuit-là. Maintenant, ce circuit-là, puisqu'il n'y a plus de générateur, j'obtiens tout simplement U bobine plus U résistor égale 0. N'est-ce pas? U bobine plus U résistor égale 0. Pourquoi? Parce qu'on a basculé ici K en position 2. Dans ce cas ici, il n'y a plus de générateur. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est ça qu'on a fait ici. Et après, on nous demande de vérifier que ces solutions. Donc là, j'ai ici donné la solution. C'est I égale A expo de moins T sur taux. Oui. Voilà, merci. Merci. Donc là, si on dérive, on obtient moins A sur taux expo de moins T sur taux. Maintenant, je vais remplacer dans l'équation différentielle. Hein. Maintenant, si je remplace dans l'équation différentielle, j'obtiens ici moins A sur taux exponentielle de moins T sur taux.
plus ici, somme des R, j'ai dit que R' plus R0, n'est-ce pas? Sur LI, I je remplace aussi par A expo de moins T sur taux égale à 0. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais ici. Là, maintenant, je vais factoriser par A expo de moins T sur taux. Maintenant, si je factorise par A exponentielle de moins T sur taux, là, il va me rester moins 1 sur taux. Et là, il va me rester ici, il va me rester ici R' comme ça, plus R0 sur L égale à 0. Si je factorise par A expo de moins T sur taux. Or, ça, on sait que A expo de moins T sur taux est différent de 0. Donc, c'est ça qui est nul. Donc, c'est comme si j'obtiens ici moins 1 sur taux plus ici R' plus R0 sur L égale à 0. C'est ça que j'aurai. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement transposer et tirer la valeur de taux. Donc là, si je transpose ici, j'obtiens ici 1 sur taux sera égal à ici R' plus R0 sur L. Et dans ce cas ici, je tire la valeur de taux. Taux, j'inverse. Donc taux ici va devenir L sur somme des R. L sur R' plus R0. Voilà. Donc c'est ça l'expression de taux, n'est-ce pas? Et là aussi, pour déterminer bien sûr la valeur de A, on va utiliser les conditions initiales, n'est-ce pas? Donc là, je vais mettre détermination de A. Donc là aussi, pour déterminer la valeur de A, on avait dit que I égale ici A expo de moins T sur taux. Hein? Donc j'utilise les conditions initiales. J'utilise ici AT égale 0, n'est-ce pas? AT égale 0 puisque nous sommes en période de décharge. Donc AT égale 0, c'est I là, c'est égal à I0. Ça, c'est bon à savoir en période de décharge. N'est-ce pas? Et là, je remplace T par 0, j'aurai expo de 0 qui est égal à 1. Donc j'aurai A égale à I0. N'est-ce pas? Ça, c'est en période de charge, en période de décharge du moins. Et dans ce cas, finalement, la solution qu'on avait dit, I, c'est égal à A expo de moins T sur taux. A, je peux remplacer par I0, exponentielle ici de moins T sur taux. Taux, même si vous voulez, je peux même remplacer ici par, et dans ce cas, j'obtiens moins ici R' plus R0 sur LT. Donc, c'est ça qui va devenir la solution de l'équation différentielle en remplaçant taux par son expression et aussi A par son expression. Donc, pour déterminer A, là, vous utilisez les conditions initiales. D'accord. Et maintenant, ici, après avoir déterminé ici A et taux, donc A égale à I0. Donc là, je vais mettre ça ici. Donc là, j'ai trouvé que A correspond à I0. Et ici, taux correspond ici à, tout à l'heure, j'ai dit, voilà, L sur somme des résistances. Voilà. C'est ça qu'on a déterminé pour la valeur de A et I0, et taux du moins. Et maintenant, on nous demande ici, donner la lutte de la courbe donnant I en fonction du temps. Donc là, on va donner la lutte de la courbe, donc allure ici de la courbe, et I en fonction du temps. Donc là aussi, je vais donner l'allure de la courbe. Donc là, on a donc ça, c'est le temps mis. Donc là, je vais mettre voilà. Donc là, c'est I en fonction du temps. Et là, pour donner l'allure, je vais rappeler l'expression de I. Donc, nous, on avait trouvé I égale I0 exponentielle de moins ici T sur taux. Hein. Taux aussi, je remplace aussi, je peux remplacer par son expression. Donc là, pour donner l'allure, il suffit tout simplement de remplacer d'abord T par 0. Si je remplace T par 0 ici, à l'origine, si je remplace T par 0 ici, j'aurai expo de 0. Expo de 0, c'est égal à 1. Donc, à T égale 0, I correspond à I0. Donc, la courbe commence ici, vous l'avez vu. À T égale 0, I est égal à maximal, c'est égal à I0.
Si je remplace t par l'infini, n'est-ce pas, j'aurai expo de moins l'infini qui est égal à 0. Et dans ce cas, si t égale infini, i va correspondre à t égale à 0. Donc ici, c'est comme si plus maintenant, la courbe va descendre. Donc c'est ça le lieu de la courbe demandée. Donc ça, c'est en période de D. Oui, il y a Ousmane Touré, oui. Ousmane, oui. Ah, non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, vous avez compris? Voilà, ça c'est en période de D, lorsqu'on bascule K en position 2. Hein. Donc, I, on remplace tout simplement par les conditions initiales, à t égale 0. Donc, on voit que si à t égale 0, I va être égal à I0. Mais lorsque t tend vers l'infini, expo de moins l'infini, vous trouvez 0. Dans ce cas, I égale 0. Donc là, vous constatez que la courbe décroît, la courbe diminue, I diminue jusqu'à s'annuler. D'accord. Donc là, c'était deux exercices que je vous avais présentés. La première exercice porte sur charge et décharge d'un condensateur. Maintenant, par contre, l'exercice 2 porte sur le circuit RL, n'est-ce pas, sur auto-induction, n'est-ce pas. Donc, ça va permettre donc, de réviser, bien sûr, pour les 4 exercices. Donc, je vous ai traité ici des exercices sur charge et décharge d'un condensateur, suivi, bien sûr, d'un exercice sur les circuits RL, n'est-ce pas, qui correspond à auto-induction. Hein. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que je peux vous présenter ici un autre exercice qui va porter sur, bien sûr, la cinétique, n'est-ce pas, sur la cinétique chimie, n'est-ce pas. Donc là, on nous dit les esters sont très abondants dans la nature. Les plus simples dans les conditions ordinaires de température et de pression sont liquides. Hein? D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, on nous dit, et le plus souvent, sont des odorants. Ils constituent ce qu'on appelle ici couramment les esters de fruits. L'éthanoate d'éthyle, par exemple, il existe dans la banane. Donc là, on vous a donné la formule de l'éthanoate, bien sûr, d'éthyle. Sa formule CMLP s'écrit CH3, c'est connu ici, CH3, C double liaison O, C2H5. Après maintenant, on nous dit ici, au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves réalisent l'étude cinétique de la réaction d'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle. Donc là, on étudie la réaction d'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle. Pour cela, le préparateur dissout N égale 0,25 mol d'éthanoate d'éthyle dans de l'eau. Donc là, on fait l'hydrolyse, n'est-ce pas? De façon à obtenir 500 ml de la solution notée S0. Chaque groupe d'élèves prélève 100 ml de la solution S0, n'est-ce pas? Sans oublier que la solution S0, le volume, c'était 500. Donc, il faut faire ici un prélèvement de 100 ml de la solution S0 qu'il répartit dans 10 tubes ASC de 10 ml chacun. Donc, chaque ici tube ASC contient 10 ml maintenu à température constante dans une enceinte ici thermostatée. Hein, la date T égale 0. Donc là, on nous dit à chaque date T, on prélève un tube que l'on met dans la glace. Puis on dose l'acide formé, n'est-ce pas, dans le tube à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration ici Cb égale 0,50 mol par litre en présence d'un indicateur coloré. Pour obtenir bien sûr le virage de cet indicateur coloré, il faut verser un volume Vb de solution d'hydroxyde de sodium. Pour la durée bien sûr impartie à la séance de TP, un groupe d'élèves a pu obtenir les résultats suivants. Donc là, c'est le temps en minutes. Et là, c'est le volume de base versé en millilitres en fonction. Et là aussi, on a le nombre de moles d'ester. Hein? 10 moins 3 moles. Dans ce tableau, NE, on dit, représente la quantité de matière d'ester restant dans chaque tube à la date T. D'accord. Donc là, d'abord, en question 1.1, écrire à l'aide de formules semi-développées l'équation bilan de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau. Donc là, c'est en question 1.1. Donc là, je vais mettre ici 1.1. Donc là, c'est exo 1. Là, on vous dit 1.1 qui est là. Donc là, 1.1. On demande l'équation bilan, comme ça. L'équation bilan
de la réaction entre ici l'éthanoate d'éthyle, entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau. Donc là, c'est ester plus eau. Hein. Donc ça, c'est la réaction d'hydrolyse. Donc l'éthanoate d'éthyle est de la forme, ici on l'a donné ici en haut, CH3C, double liaison O, ici CH2, CH3. C'est ça l'éthanoate d'éthyle. On dit on fait l'hydrolyse, on ajoute H2O. Donc là, toujours ester plus eau donne acide plus alcool. Donc là, je vais tout simplement obtenir ici l'acide éthanoïque, CH3C, double liaison OOH, plus bien sûr l'éthanolant, CH3, CH2OH, n'est-ce pas? Donc, ester plus eau donne ici acide plus alcool. Donc, tout simplement, ça c'est la réaction d'hydrolyse des S, hydrolyse d'un ester. Maintenant, après, on nous demande ici, après avoir écrit l'équation bilan, préciser les caractéristiques de la réaction. Donc, ça aussi, on connaît. Donc, la caractéristique. Donc, là, on a mis caractéristiques. Donc, les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse, c'est les mêmes que pour la réaction d'estérification. Donc, c'est une réaction toujours qui est lente. C'est une réaction qui est limitée. Elle là aussi athermique, comme vous le savez. Donc, ça, c'est les caractéristiques de la réaction d'estérification. Donc, là aussi, estérification, c'est toujours lente, limitée, athermique. Hydrolyse aussi lente, limitée, athermique, n'est-ce pas? Après, maintenant, on vous dit ici, pour la question qui suit, pourquoi place-t-on le tube dans la glace avant chaque dosage? Donc là, donc pourquoi ici placer la solution dans la glace? Donc là, à chaque fois qu'on a une réaction chimique, si on met de la glace, ça c'est pour stopper la réaction. Donc là, c'est toujours bon à savoir. Souvent, au niveau des exercices en cinétique, vous allez rencontrer maintenant toujours ces genres d'exercices-là où on va vous dire pourquoi place-t-on ici la solution dans la glace. Donc là, on place la solution dans la glace, c'est pour stopper ici la réaction. Donc ici, on place la solution dans la glace pour stopper la réaction. Donc, c'est une question souvent que vous rencontrez au niveau des exercices. On vous demande souvent pourquoi place-t-on ici cette solution dans la glace. C'est toujours pour stopper la réaction. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir. Hein. Donc, là aussi, après ça, on vous dit, pour la question toujours qui suit, le groupe d'élèves a reporté dans le tableau la valeur 5,10-3 mol pour la quantité. Donc, cette valeur-là est là, au niveau du tableau. On vous dit, pour la quantité, bien sûr, de matière N0 d'ester présent dans chaque tube à la date T égale 0. Donc, à T égale 0, ça, c'est le nombre de moles d'ester restant dans chaque tube. Vérifiez ici par un calcul simple que cette valeur correspond bien à celle de N0. Donc là, donc je vais mettre ici la question, c'est la question 1, 3. Donc là, je vais mettre 1, 3. Donc là, je vais mettre vérifions. On va vérifier que ici, bon, N0 égale à 5, 10 puissance, moins 3 mol. D'accord. Donc là aussi, je vais vous remettre la valeur de l'équation bilan. Tout à l'heure, on avait dit qu'on avait CH3, l'éthanoate d'éthyle, qui est là. Donc ça, c'est l'éthanoate d'éthyle par hydrolyse. Ici, on avait bien sûr la formation ici de l'acide éthanoïque, CH3C double liaison OH plus l'éthanol, hein, CH3,
CH2OH. Maintenant, là, je vais mettre ce qu'on appelle le tableau d'avancement. À T égale 0, on avait introduit N0 mol. Hein? Donc là, c'est initialement, on avait N0. Et à T égale 0, ici, rien ne se forme en début de réaction, n'est-ce pas? À une date T, donc à l'instant T égale à T, ici, ça, c'est le nombre de moles d'ester qui reste, n'est-ce pas? La réaction, maintenant, commence. Et là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai maintenant le nombre de moles, bien sûr, de l'acide qui va se former, que je vais appeler N'. Donc là aussi, c'est coefficient. Là aussi, je l'appelle N'. Donc, ce que j'appelle N', n'est rien d'autre que le nombre de moles d'acide qui se forme. N'est-ce pas? Le nombre de moles d'alcool aussi qui se forme d'éthanol, je l'ai appelé N'. Mais à T égale T, là aussi, c'est le nombre de moles d'ester qui reste, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est bon à savoir que le nombre de moles N' d'acide formé dans un tube à la date T est égal au nombre de moles d'ester disparus, n'est-ce pas? Donc là aussi, tout en sachant que ici, N ester réagit, c'est égal à N', correspond au nombre de moles ici d'acide qui s'est formé, tout simplement. D'où le nombre de moles d'ester restant. Donc ici, là, ça nous donne ici N ester restant va devenir tout simplement N initial qui est égal à N0 moins N restant, c'est toujours initial moins réagi. Réagi ici, c'est N'. Donc là, comme vous le voyez. Et maintenant, on va passer maintenant, puisqu'on avait utilisé le nombre de moles d'ester restant, c'est ça qu'on a dosé ici avec la solution de base. Donc à l'équivalence, ici je vais passer par la relation d'équivalence. Donc là, je vais mettre à l'équivalence. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'équivalence? À l'équivalence, on a ici N' reste égal à nombre de moles de base. Donc là, c'est N' égal au nombre de moles de base versé, n'est-ce pas? Et là, N', donc là, c'est comme si N' sera égal à que vaut NB. NB, nous tous savons que c'est CB fois VB. Donc, ce qui permet maintenant ici de compléter le tableau. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer maintenant N ester restant. Maintenant, là, je vais remplacer. Ici, c'est N0. Donc là, comme on l'a dit, c'est N0, voilà. Moins N', je peux remplacer par CB, VB, tout simplement. Donc, c'est cette expression-là que je vais utiliser maintenant pour compléter, bien sûr, le tableau. Tout en sachant que ici, je connais N0, n'est-ce pas? N0, l'énoncé m'a dit que c'est 0,25 mol. Donc, c'est donné ici par l'énoncé. CB, maintenant, je connais CB qui est là, n'est-ce pas? Et VB, on va utiliser le tableau. Donc, si vous utilisez cette expression-là, ça va permettre de compléter le tableau qu'on vous a donné dans l'énoncé. Donc là, je rappelle que j'ai tout simplement passé par ici ce qu'on appelle ici. Oui, Seydou? Seydou, oui. Seydou, oui, Oui, vous monsieur. avez une question? Oui. Oui. Je me suis un peu perdu au niveau de l'équivalence. À l'équivalence. Voilà, maintenant là aussi, Seydou, l'énoncé a dit que Oui. chaque groupe d'élèves ici prélève 100 ml de la solution S0 qui est répartie dans deux tubes ASC, de chacun 10 ml. N'est-ce pas? À chaque date T, on prélève un tube que l'on met dans de la glace. Donc, on travaille pour chaque tube. Après, on dose l'acide formé dans le tube ASC à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium. Mais la solution d'hydroxyde de sodium, la concentration, c'est CB, n'est-ce pas? Et ici, on nous a donné le volume de base versé pour chaque, lorsqu'on fait le dosage. Donc, le tableau nous indique le volume de base versé. Maintenant, là aussi, j'ai utilisé ce qu'on appelle le tableau d'avancement parce qu'au départ, j'ai fait l'hydrolyse de l'éthanoate d'éthyle qui est là. Donc, tu as vu, là, c'est l'éthanoate d'éthyle. On fait l'hydrolyse, ça nous donne acide plus alcool. Maintenant, j'utilise le tableau d'avancement. À T égale 0, n'oublie pas qu'on avait introduit N0 mol d'éthanoate d'éthyle. Donc, l'énoncé l'a dit ici. C'est 0,25. Mais puisque j'ai dit A T égale 0, donc la réaction n'a pas encore démarré. Donc, il va rester ici 0, 0. Maintenant, à T quelconque, lorsque la réaction commence, ici, l'ester va rester, et l'énoncé même l'a dit, n'est-ce pas? L'ester ici va rester. Certes, il y aura une quantité de matière d'ester qui va réagir. Donc, regarde, à chaque date T,
on prélève un tube que l'on met dans la glace, puis on dose l'acide ici formé l'acide formé, bien sûr, dans le tube à l'aide d'une solution d'oxyde de sodium. N'est-ce pas? Là, qu'est-ce que je fais? Puisque maintenant, la réaction commence, donc à chaque fois, ici, il va me rester une certaine quantité d'ester et aussi, il y aura une quantité, bien sûr, d'ester qui va réagir. Cette quantité d'ester qui va réagir, c'est ça qui correspond au nombre de moles aussi d'acide formé, tout simplement. Parce qu'à chaque fois qu'on vous dit dans une réaction chimique, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui réagit, n'est-ce pas? Il y a aussi quelque chose qui reste, si la réaction n'est pas totale, bien sûr. D'accord. Donc là, je vais même mettre deux flèches. Hein. Donc là, c'est le nombre de moles d'ester réagi reste égal au nombre de moles d'acide qui se forme. Toujours les réagir moins formé. N'est-ce pas? Donc le nombre de moles d'ester réagi va être égal au nombre de moles d'acide ici qui s'est formé. N'est-ce pas? Or, ici, on sait que N ester restant c'est toujours initial moins réagi. Ça, on le sait. Donc, le nombre de moles d'ester restant, c'est toujours égal au nombre de moles, bien sûr, d'ester initial, qu'on a noté N0, moins le nombre de moles ici d'ester, n'est-ce pas, qui a réagi. Or, ici, ce qui a réagi, c'est ce qui correspond à l'acide. Or, c'est cet acide-là formé qu'on a dosé ici par la base. Tu as vu? Donc, c'est l'acide formé ici qu'on a dosé par la base. Or, l'acide formé, le nombre de moles, c'est N'. Donc, nombre de moles d'acide qui est égal à N' égale nombre de moles de base. C'est ça qu'on a fait. Donc, or N' ici, c'est égal à CBVB. Maintenant, je peux maintenant retrouver ici, en remplaçant NSR par N0, mais N', je remplace par CBVB. Donc, c'est ça que j'ai fait, Seydou, ici. D'accord, mais monsieur, Oui. vous avez dit que N' représente le nombre de moles de l'acide. Oui, N' représente le nombre de moles de l'acide formé, Bon, parce que d'accord. l'acide se forme ici. Mais le nombre de moles d'acide formé, c'est toujours égal au nombre de moles ici d'ester qui a réagi. Ça, il faut le savoir. Parce que pour l'ester, initial, tu avais N0. Il y a Oui. une certaine quantité de matière qui va réagir et l'autre quantité de matière va rester. Maintenant, ce qui a réagi pour l'ester, c'est ça qui vaut N'. Ce qui reste, c'est ça que j'ai ici. Donc là, c'est N restant. Tu as vu? Oui. Mais or, ici, le nombre de moles d'ester qui a réagi, c'est ça qui correspond au nombre de moles d'acide formé, N'. C'est cet acide-là qu'on a dosé par la base. Regarde, l'acide formé dans le tube. Ici, c'est ça qu'on a dosé par une solution. Ici, tu as vu du dioxyde de sodium de concentration CB. Donc, on a un dosage acide-base. À l'équivalence, le nombre de moles d'acide qui vaut N' est égal au nombre de moles de base NB, qui est CBVB. Or, le nombre de moles d'acide formé, c'est ça qui est égal au nombre de moles d'ester qui a réagi. Hein. Donc, dans ce cas, je remplace et j'utilise tout simplement cette expression-là qui va me permettre, bien sûr, de compléter ici de compléter le tableau. Donc, si vous utilisez maintenant cette expression, en remplaçant N0, c'est connu, par 0,25, CB, on connaît, et VB donné ici. Donc là, vous trouvez ici toutes les valeurs qui vont vous permettre de compléter le tableau. Donc, utilisez tout simplement cette expression, ça va permettre de compléter le tableau de valeurs que vous avez ici. D'accord, merci beaucoup. Je suis satisfait. Ok, d'accord. Après, maintenant, on vous dit dans ce tableau, NE représente la quantité de matière d'ester restant dans un tube à la date T. Écrire à l'aide de formule CLP, n'est-ce pas? Ça, c'était déjà fait. Maintenant, après ça, on avait demandé en 1,3, le groupe d'élèves a reporté dans un tableau la valeur 5,10-3 mol pour la quantité de matière N0 d'ester présent dans chaque tube. Présent, ça signifie restant. À la date T égale 0. Vérifiez par un calcul simple que cette valeur correspond bien à celle de N0. Donc là, si vous remplacez N0 ici par sa valeur qui vaut 0,25, donc là, vous remplacez CB et VB par leur valeur AT égale 0. Donc AT égale 0, regarde, AT égale 0, on a ici la valeur de VB qui vaut 0, n'est-ce pas? Et dans ce cas ici, je vais retrouver la valeur, bien sûr, 5,10-3. Hein? Voilà, donc là maintenant, c'était la question 1,3. Après maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit ici, pour la question, bien sûr, 1,4 du moins, exprimé en fonction de N0, n'est-ce pas? CB et VB, la quantité NE d'ester restant dans un tube à la date T égale 0. Calculer NE à chaque date T et recopier le tableau. Donc, c'est ça qu'on a fait ici.
Donc, exprimer, donc là, c'était la question même en 4, exprimer NE en fonction de N0, CB et VB. Donc, c'est ça qu'on nous demande de calculer. Hein. Mais pour la question là-bas, donc si vous calculez CB fois VB, donc là, vous trouvez ici NE. N'est-ce pas? Donc là, exprimer N0, exprimer en fonction de N0, CB et VB, la quantité NE, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, c'est ça ce qu'il fallait démontrer. N'est-ce pas? Après, maintenant, même, on vous dit calculer NE à chaque date T. Donc là, vous ne faites que remplacer et maintenant compléter le tableau. Maintenant, après avoir complété le tableau, donc là, on vous dit en 1.5, tracer la courbe représentative du nombre de moles d'ester, bien sûr, en fonction du temps, avec les échelles suivantes. 1 cm pour 10 minutes en abscisse et 2,5 cm pour 10-3 moles en ordonnée. Donc là, d'abord, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de compléter d'abord le tableau de valeur, en utilisant l'expression que j'avais donnée tout à l'heure. Donc, cette expression-là, où j'avais dit que N ester, ici, c'est N0 moins CBVB. Donc, c'est cette relation-là qu'il faut utiliser pour compléter le tableau. Maintenant, en complétant le tableau maintenant, on va convertir ces valeurs-là à l'échelle pour pouvoir tracer ici la courbe. Donc là, pour tracer la courbe en fonction du temps de... Ici, la question c'est ici, tracer NE en fonction du temps. C'est-à-dire que le nombre de moles ici d'ester qui est là, qui est égal à N0 CBVB, que vous allez tracer en fonction du temps. Mais là aussi, il faut d'abord remplir les valeurs avant de pouvoir tracer la courbe NE en fonction du temps. Donc là aussi, après avoir tracé, donc là, on voit on constate qu'on a une courbe qui décroît. Hein. Donc là, je vais donner tout simplement l'allure de la courbe. Donc là, on aura une courbe qui décroît. Donc là, on aura une courbe qui décroît comme ça. N'est-ce pas? Si vous tracez bien sûr la courbe. Et cette première valeur correspond à la valeur 5, 10, moins 3. 5, 10, moins 3. N'est-ce pas? Voilà, donc là, vous allez tout simplement compléter le tableau avant de tracer ici l'allure de la courbe. Maintenant, après ça, on vous dit définir la vitesse de disparition de l'ester à la date T. Donc, là, on vous demande de définir la vitesse de disparition. Donc là, on a dit à la date T, n'est-ce pas? Donc, la vitesse de disparition n'est rien d'autre que l'opposé de la dérivée par rapport au temps, bien sûr, du nombre de moles d'ester. Donc là, on va le mettre. Donc, c'est toujours l'opposé. C'est l'opposé de la dérivée par rapport au temps, bien sûr, du nombre de moles d'ester. Du nombre de moles d'ester ici restant. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez même cette vitesse-là de disparition, c'est l'opposé, comme on l'a dit, de la dérivée par rapport au temps du nombre de moles d'ester. C'est ça tout simplement qu'on nous demande, n'est-ce pas? C'est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre de moles d'ester formé, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, on nous dit ici, calculer cette valeur à la date T égale T1 égale 50 minutes. Donc, T1 égale 50 minutes. Donc, T1 égale 50 minutes est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord repérer la valeur T égale 50 minutes. Donc, supposons que T égale 50 minutes se trouve ici, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on va faire? 50 minutes, on va projeter au niveau de la courbe. Donc, en ce point-là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tracer la tangente. Donc, là, vous tracez la tangente en ce point qui est là. Tracez la tangente, comme vous le voyez. N'est-ce pas? Donc là, si je trace la tangente, maintenant je choisis 2 points appartenant à cette tangente, où maintenant je vais relier. N'est-ce pas? Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisqu'on nous demande de calculer ça, je vais maintenant calculer cette vitesse. Donc là, c'est à t égale à, on a dit 50.
Donc, cette vitesse-là de disparition, c'est tout simplement c'est delta de NE, n'est-ce pas, sur delta de T. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'ai déjà choisi 2 points, j'ai choisi 2 points appartenant à cette tangente que j'ai déjà reliés. Je mesure cette distance-là en centimètres, n'est-ce pas? Si je mesure par exemple cette distance qui vaut tant centimètres. Après, qu'est-ce que je fais? Je le multiplie par l'échelle pour le nombre de moles. Ici, on nous a dit pour l'échelle, ici on avait dit 2,5 cm pour 10 moins 3 moles, n'est-ce pas? Pour 10 moins 3 moles. Maintenant, si je représente, je mesure, je multiplie par 10 puissance moins 3 moles. Donc, la valeur mesurée, c'est ça que je vais multiplier par 10 puissance moins 3. Après, qu'est-ce que je fais? Je divise ici par, je mesure aussi cette distance-là, cette distance en centimètres. Cette distance en centimètres, je multiplie par l'échelle ici concernant le temps. Là, on a dit 1 cm pour 10 minutes. Donc là, je multiplie par 10 minutes. C'est ça qu'il faut faire. Donc, à chaque fois qu'on vous demande de déterminer ici la valeur de la vitesse, regardez à cette date correspondante, vous tracez la tangente. Et maintenant, si vous tracez la tangente, vous choisissez 2 points appartenant à cette tangente, vous allez les relier. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mesurez cette distance-là en centimètres, vous multipliez par l'échelle pour le nombre de moles. Non, non, là aussi, il y a une question, il y a Nogay Ndiaye qui demande si on nous demandait la vitesse à t égale 0, on dit que c'est non, pas égal à 0, mais si on demande la vitesse à t égale 0, là aussi vous tracez la tangente à t égale 0 Nogay. Donc là, c'est ça qu'il faut faire, tu traces la tangente comme ça, à t égale 0, tu as vu. Là aussi, tu choisis 2 points appartenant à cette tangente, 2 points. Par exemple, on peut choisir ce point-là et aussi ce point-là qu'on va relier. On fait la même chose. On mesure cette distance, je multiplie par l'échelle pour le nombre de moles. Je mesure aussi cette distance, je multiplie par l'échelle et je fais le rapport. Donc, même à t égale 0, la vitesse n'est pas nulle. Mais à t égale 0, là aussi, tu traces la tangente. Okay. D'accord. Donc là, c'est toujours bon à savoir. Donc, il faut toujours tracer la tangente quand on vous demande de déterminer la vitesse, n'est-ce pas? Donc, pour la vitesse, si vous tracez la tangente, vous choisissez tout simplement 2 points que vous allez relier. Hein? D'accord. Donc, ça, c'est pour la détermination, bien sûr, de la vitesse à t égale 50, n'est-ce pas? Après, on vous dit ici, en utilisant la courbe, expliquer qualitativement comment évolue la vitesse au cours du temps. Là aussi, il faut savoir que, puisque les réactifs tendent à disparaître, souvent on vous dit que la vitesse diminue parce que la concentration des réactifs diminue, n'est-ce pas? Donc là, on va dire que la vitesse va diminuer. Pourquoi? Parce qu'on a une courbe décroissante. Donc, les réactifs ici tendent à disparaître. Puisque les réactifs tendent à disparaître, qui est l'ester, donc la vitesse va diminuer. Donc là, comment évolue la vitesse? Donc là, on va dire que, donc là, on a dit la vitesse, comment ici évolue la vitesse. Donc là, on va dire que la vitesse diminue. Pourquoi? Parce que ici, l'ester ici est considéré comme un réactif. Donc les réactifs tendent toujours à disparaître. Donc raison pour laquelle la vitesse toujours va diminuer hein, au cours du temps. N'est-ce pas? Après, on nous dit ici, citer 2 méthodes utilisables pour augmenter la vitesse de cette réaction. Donc là, en 1,7. Donc là, je vais mettre 1,7. Donc là, c'est citer 2 méthodes, comme ça, pour augmenter la vitesse. Donc là aussi, pour augmenter la vitesse, on va jouer sur ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Maintenant, pour augmenter comme ça, pour augmenter la vitesse, là, qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Donc, on peut, en premier lieu, peut-être, par exemple, augmenter la température. Donc, si on augmente la température, la vitesse va augmenter. La température est considérée comme un facteur cinétique. Comme aussi, on peut utiliser un catalyseur. Donc là, on peut utilisation d'un catalyseur.
l'utilisation d'un catalyseur, n'est-ce pas? Un catalyseur aussi, là aussi, c'est un facteur cinétique. Donc, si on utilise aussi un catalyseur, ça permet d'augmenter la vitesse. Donc, soit vous augmentez la température, ou bien vous utilisez ici ce qu'on appelle un catalyseur. Maintenant, si vous utilisez un catalyseur, ou bien vous augmentez la température, bien sûr que ici, la vitesse va augmenter. Maintenant, la vitesse, ce qu'on appelle le catalyseur, ou bien la température, sont considérés ici comme des facteurs cinétiques. Donc, voilà tout juste un exercice de révision sur la cinétique aussi chimique, n'est-ce pas? Donc là, vous allez essayer de compléter le tableau à travers l'expression que je vous ai donnée pour remplir le tableau et tracer la courbe. Et maintenant, vous allez essayer maintenant de voir comment trouver les valeurs des vitesses en traçant bien sûr les tangentes et en ici utilisant les pentes. Choisir 2 points. Et là, ça va permettre tout simplement de calculer ici la vitesse de disparition. Et sachez qu'aussi, pour le cas des réactifs, donc si les réactifs, dans une réaction chimique, souvent les réactifs tendent à disparaître. Si les réactifs tendent à disparaître, là maintenant, on va constater que plus le temps passe, plus la vitesse diminue. La vitesse diminue, pourquoi? Parce que les réactifs disparaissent, n'est-ce pas? Et dans ce cas, toujours pour les réactifs, donc si vous calculez la vitesse au cours du temps, vous voyez que la vitesse va diminuer. Maintenant, pour augmenter maintenant la vitesse, vous allez jouer maintenant sur ce qu'on appelle les facteurs cinétiques, que sont bien sûr, si vous chauffez, par exemple, on chauffe, on augmente la température. Donc, dans ce cas, la vitesse va augmenter, ou bien on va utiliser un catalyseur pour augmenter aussi la vitesse, n'est-ce pas? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on va se donner donc rendez-vous pour la semaine prochaine pour continuer, bien sûr, ici la correction de cette série-là que je viens de vous présenter. Donc, entre-temps, vous pouvez consulter aussi le site Takana pour voir la correction des exercices que l'équipe va vous mettre, n'est-ce pas, qui sera à votre disposition. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc je vous remercie.